Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, t'as vu la miniature? Aujourd'hui on parle sur la base du rapport Léaumont, que c'est pas que le rapport Léaumont, c'est aussi celui du sénateur Mendes. Et ça n'est pas, au risque de décevoir beaucoup, un rapport qui préconise purement et simplement la légalisation du cannabis, mais c'est un rapport d'information visant à évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, qui brosse le tableau de l'échec de la prohibition, de la répression, et invite à légaliser le cannabis. Mais comme c'est un rapport d'évaluation sur les politiques de lutte, il n'est pas question donc que de légalisation, mais aussi de faire le point sur tout un tas d'autres vecteurs qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour accompagner la légalisation. Et comme t'es un petit coquin, on va commencer tout de suite par la partie la plus intéressante, à savoir la légalisation. Ils ont fait, ces chers messieurs députés, d'abord un état des lieux de la légalisation dans le monde. Donc le Portugal en 2001, l'Uruguay en 2013, les États-Unis, pas tous les États-Unis, mais certains États des États-Unis à partir de 2012, le Canada en 2018 et l'Allemagne en 2024. Et ils souhaitent s'inspirer du système portugais. Donc, que nous dit le système portugais ? Le système portugais, lui, vise la décriminalisation des drogues associées au renforcement de l'accès aux soins pour les consommateurs. Donc considérer le consommateur comme un malade plus qu'un délinquant. D'ailleurs, c'est écrit ici. Le Portugal est le premier pays au monde à mettre en œuvre en 2001 une réforme pénale visant à dépénaliser toutes les drogues, car elle considère les usagers de drogue comme des malades plutôt que comme des délinquants. Donc c'était ce que j'étais en train de te dire. Entre 1996 et 1998, 1,8 personnes pour 1000 habitants étaient usagers problématiques de drogue illicite. Usagers problématiques, donc les usagers tout court, il y en avait très certainement plus. Contre 4,6 pour la France. Ça s'est particulièrement vu lors des conséquences directes de l'épidémie d'héroïne, où il y a eu 1% des 10 millions de Portugais, soit 100 000 personnes dépendantes à l'héroïne qui ont été touchées. Ce que fait donc le Portugal, c'est que si la quantité est inférieure ou égale au seuil légal en vigueur, je ne sais pas c'est quoi, l'individu est convoqué sous 72 heures devant une commission administrative spéciale placée sous l'autorité du ministre de la Santé. La commission évalue la situation du consommateur et décide de mesures de prévention adaptées. Et en cas de réitération de l'infraction, peut prononcer une amende allant de 25 à 150 euros. Parallèlement à ça, bien évidemment aussi, le Portugal a procédé à un développement des structures de soins et de cure, notamment la création de salles de shoot, distribution de seringues propres, etc., etc. Donc on s'oriente plus vers ce genre de choses. La prise en charge et le traitement des consommateurs. Bien entendu, pour concurrencer l'offre illégale, l'offre du marché noir, il va falloir produire, bien sûr. Et pour produire assez pour tout le monde, il y a des propositions qui vont de traiter le cannabis comme n'importe quel produit agricole avec une licence souple. Et surtout, on attire l'attention sur l'importance du juste calibrage des volumes de production avec la demande attendue. Ça a été un des facteurs qui ont fait que ça a échoué, je ne sais même plus où. C'était pas à l'Uruguay, je ne sais plus, il n'y en avait pas. Donc pour la production, pour ce qui est de la revente, il y a plusieurs scénarios possibles. Toujours dans le domaine de la production, les rapporteurs envisagent aussi la culture privée pourra être autorisée. Là, c'est un petit peu moins impératif que tout le reste. Pour être autorisé, il y a le système, comme en Allemagne, des clubs cannabiques, où là c'est le club qui s'occupe de produire et de fournir les usagers, ou l'autoculture domestique, il y a les deux en Allemagne, sachant que apparemment ici on s'orienterait plus sur l'autoculture domestique. Évidemment réglementé, il y aurait un maximum de plants, de récoltes, et évidemment tout ça. Il va sans dire que dès l'instant où le cannabis serait légalisé, pas dépénalisé mais légalisé, qui deviendrait un produit marchand presque comme un autre, il y aurait évidemment les taxes qui s'y appliqueraient. Le produit serait nécessairement encadré par la réglementation du taux de THC, du packaging, d'ailleurs interdiction d'avoir un packaging attrayant. Le taux de THC, pour l'instant, ils veulent juste rendre obligatoire l'affichage du taux, mais en cas de problème et d'une manière générale, il y aura très certainement un maximum d'imposé dès le départ, et s'il y en a, et s'il y a des problèmes, il sera revu à la baisse. Donc est-ce que, dans toutes ces contraintes étatiques, le marché légal va être concurrentiel au marché
noir? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que c'est vrai que l'argument massu de tous les pro-légalisation, c'est qu'effectivement la répression n'a pas donné de résultats probants, certes, mais vu les contraintes d'une production légale et son régime fiscal, est-ce que ce sera concurrentiel? Ça, c'est une question qu'on peut se poser très objectivement. Donc comme je te disais, c'est un rapport qui ne vise pas que à la légalisation, mais à faire un bilan de tout ça, et qu'il y a d'autres types de propositions qui préconisent de consolider le contrôle des flux et prévenir la demande. Donc là, on rentre dans un verbiage technico-administratif. On ne sait pas s'il est sincère ou qui vise à établir un état des lieux. Donc on voit bien que c'est un trafic lucratif géré par des organisations criminelles. Et pour contrer tout cela, il préconise de mieux mobiliser le levier de l'action diplomatique. Pourquoi pas? Mais là déjà, ça pose le cadre. On est dans le améliorer les choses qui existent déjà. Il faudrait aussi adopter une stratégie globale pour mieux limiter les flux. Toujours le même problème. Ils ont pris conscience de l'importance de l'importation maritime, du risque des déports sur les ports secondaires, la nécessité d'une stratégie globale concernant le drop-off. C'est très gentil tout ça, mais ce ne sont que des constats. Ils veulent remédier aux vulnérabilités humaines, donc par rapport à la corruption. Donc c'est un état des lieux très très administratif du type le risque corruptif majeur qui pèse sur les agents portuaires, l'enjeu stratégique de l'infiltration criminelle des infrastructures portuaires, un traitement judiciaire du consommateur insatisfaisant, et là on revient sur le choix d'une politique à la portugaise, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'il s'agit surtout d'améliorer les dispositifs qui existent déjà, prendre en considération de futurs autres risques liés au développement de l'augmentation de ces prises de ces mesures. Il préconise aussi de s'attaquer aux revenus financiers des trafiquants via Tracfin, mais il constate que les services d'enquête ont des effectifs insuffisants, donc il faudrait évidemment les renforcer. Renforcer ça, mais aussi améliorer l'équipement des équipes d'enquête, mais aussi de justice. On en avait parlé dans les auditions du Sénat. Les GIR, c'était plein. Les logiciels n'étaient pas adaptés au traitement des dossiers, tout simplement. Et enfin, une des seules propositions vraiment intéressantes, c'est le régime procédural, parce que tout le reste, il faut renforcer, mieux équiper, plus développer ce qui existe déjà, donc ça va demander des moyens financiers. Donc il se passera ce qui se passera. Mais modifier le régime procédural, ça c'est un vecteur intéressant. Après, il faut effectivement bien le faire. Et il s'attaque, parce qu'il y a eu des problèmes, aux différentes pistes de travail pour réformer le régime des nullités. Parce que c'est vrai que lorsqu'il y a des enquêtes de plusieurs mois, voire des années, qui font tomber tout un réseau et la tête avec, que le procès n'a pas lieu et tout le monde est libéré à cause d'une nullité, c'est extrêmement problématique. Maintenant, ce qu'il propose sur les nullités, c'est surtout les délais, les traitements administratifs du dossier finalement. C'est pas là-dessus qu'il faut tabler, il faut vraiment revoir les causes de nullité, prévoir des exceptions, prévoir des régimes exceptionnels de nullité et exemples de droit commun. Par exemple, lorsqu'effectivement l'ampleur de la saisie, l'ampleur du réseau et des personnes incriminées, et qui plus est, sont dans les mains de la justice, devrait avoir un régime dérogatoire à la nullité. Ce serait plus vers là qu'il faut s'orienter, parce que tout le reste, finalement, procéduralement parlant, il y aura toujours moyen, plus ou moins, de jongler avec la chose, tu vois. Il faut vraiment taper sur la nature de la nullité, pour que ce soit intéressant. Voilà un petit peu le point sur ce rapport d'information. Ce qui est important à comprendre, c'est que ça n'est pas, comme je le disais, un rapport pour préconiser la légalisation. C'est un rapport qui propose la légalisation comme un vecteur de lutte contre les trafics de stupéfiants. Mais il le pose dans le cadre général, qui est de l'augmentation des moyens, des services, des personnels dans les services, etc., etc. Et de ce fait, l'un n'ira pas sans l'autre. Donc il semble pas que ce soit une proposition pour la légalisation pure et simple. La légalisation, oui, mais dans le cadre général de la lutte contre les stupéfiants. Donc si tous ces moyens-là sont mis en œuvre. Et si jamais ils ne le sont pas, je ne pense pas qu'on ira tout court à la légalisation, vu que c'est un vecteur parmi tous les autres. Donc écoute, voilà, je te mets le lien du rapport en description. Tu iras regarder si tu veux plus de détails, si tu veux tous les détails. Et moi je te dis à la prochaine. Voilà. D'ici là, prends soin de toi, fais pas le con, abuse pas de ce qu'il faut pas abuser, et à la prochaine. Allez, ciao.